Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce 20h. Sortie médiatique de l'UDBN entendait Union pour le développement d'un Bénin nouveau. Le parti de Claudine Prudencio accepte la main tendue du chef de l'État pour un meilleur climat politique au Bénin. Vous aurez la substance de sa déclaration dans ce journal. La sécurité des espaces maritimes dans le golfe de Guinée préoccupe les acteurs et partenaires. Au cours d'un atelier régional, ils ont évalué les mécanismes mis en œuvre à cet effet jusque-là. Le point à suivre dans cette édition. Réélu à sa propre succession sous un climat de contestation depuis 3 mois, Muhammadu Buhari a prêté serment ce jour au Nigeria. Retour dans ce journal sur les images de la cérémonie d'investiture. Bienvenue à tous. Suite aux actes de vandalisme survenus les 1er et 2 mai dernier, plusieurs personnes prises en flagrant délit ont été interpellées par la police. Les faits qui leur sont reprochés sont qualifiés d'infractions au code pénal, au code électoral et à la loi portant code du numérique en République du Bénin. Après l'audience tenue au tribunal de première instance de Cotonou hier, le procureur de la République fait ici le point. Il est au micro de Rebecca Kenjaoundé et Calvador Arwan. Le parquet de Cotonou a ouvert des procédures contre une 60aine de personnes. Au fil des investigations, ce qui au début apparaissait comme un mouvement spontané s'est révélé être une action planifiée, concertée et bien coordonnée. Les auteurs des violences se déplaçaient en effet en bande et ne s'attaquaient qu'aux infrastructures et aux personnes précédemment identifiées. Un faisceau d'indices issus des différentes procédures permet d'établir, d'une part, des liens entre les différentes personnes interpellées et d'autre part, entre ces personnes et des commanditaires. Au regard de ces éléments nouveaux, il est apparu au parquet que la poursuite des mises en cause en flagrant délit et devant des juridictions séparées n'était pas de nature à permettre une bonne administration de la justice. C'est pourquoi, à l'audience des flagrants délits tenue hier, mardi 28 mai 2019, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, sur réquisition du ministère public, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le parquet à mieux se pouvoir. Dans la foulée, et en application de l'article 483 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a été saisi de 30 procédures concernant 64 personnes. Le juge d'instruction a inculpé toutes ces personnes des chefs de violence et voies de fait, participation à un attroupement armé, incitation directe à un attroupement armé, entrave à une enquête de police. Puis, il a saisi le juge de liberté et de la détention. Ce dernier juge a placé sous contrôle judiciaire 4 personnes et a placé sous mandat de dépôt 60 autres inculpés. Les informations ouvertes devant un juge d'instruction unique permettront non seulement de sanctionner efficacement les auteurs directs des actes de violence, mais également de rechercher, d'interpeller et de poursuivre devant les juridictions les commanditaires de ces actes. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, accueille favorablement la main tendue du président Patrice Talon à tous les acteurs politiques pour la construction de la nation. Elle l'a exprimé au détour d'un point de presse organisé au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Écoutons la substance de la déclaration de la présidente Claudine Afiavi Prudencio au micro de Jérôme Humbo et Alexis Kenom. Les prises de position des différentes composantes de la classe politique et des autres corps constitués de notre nation sur la situation témoignent à n'en point douter de l'engagement des uns à éviter au peuple béninois un vide juridique préjudiciable et de la ténacité des autres à contribuer à élargir le cercle du débat démocratique dans notre pays et particulièrement à l'Assemblée nationale. À l'occasion de son message à la nation,
le 20 mai dernier, le président de la République a déclaré, je cite, « Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. » Fin de citation. S'étant très tôt engagé comme artisan de la paix, au prix même du sacrifice de nos revendications politiques du moment, eh bien, l'UDBN ne peut qu'apprécier à sa juste valeur cette nouvelle dynamique en accueillant favorablement cette annonce. Le Bénin n'a d'autre choix que d'aller au dialogue pour que plus jamais les valeurs de tolérance, de coexistence pacifique et de consensus qui caractérisent notre label démocratique continuent à prévaloir. Des valeurs martelées en des circonstances les plus solennelles par de grandes figures de l'œuvre de paix à l'image du feu prélat, Monseigneur Isidore de Souza de regrettée mémoire. L'UDBN accepte donc officiellement de prendre part, le moment venu, aux échanges annoncés par le président Patrice Talon et insiste que très vite, les actes soient joints à la parole. Aussi, lançons-nous un vibrant appel à toutes les forces politiques, toutes sensibilités confondues, à toutes les organisations sociales, afin qu'un dialogue franc et sincère s'instaure et se poursuive en vue d'une décrispation définitive du climat socio-politique au Bénin. Alors à l'Assemblée nationale, où Louis Vlavonou, président de l'institution, a officiellement installé hier mardi 4 nouveaux députés après la décision de la Cour constitutionnelle et le renoncement assiégé de 3 ministres. Le point de cette plénière, c'est avec Guillaume Avienou. 3 nouveaux députés, Eric Guidi, suppléant de Charles Gagnon, Étienne Toïban, suppléant du ministre Odouard Omeki, et Alidou Demolé Moko, suppléant du ministre Alassane Seydou, rejoignent le Parlement pour y siéger, les titulaires y ayant renoncé. Aux 3, il faut ajouter Benoît Degla, repêché par la Cour constitutionnelle suite à la décision rendue par la haute juridiction à la suite du recours en invalidation du siège de Marcelin Ourouaka dans la 19e circonscription électorale. Les 4 députés sont officiellement installés dans leurs fonctions à la faveur de la plénière de ce mardi. Une plénière censée aussi connaître de la désignation des députés de la 8e législature au sein des parlements régionaux, le CIP-UEMOA, les parlements panafricains et de la CEDEAO, mais aussi des institutions nationales comme la Haute Cour de justice et la Commission béninoise des droits de l'homme, pour ne citer que celle-ci. Compte tenu de l'importance de ce dossier, le président de séance, après lecture de la correspondance du secrétariat administratif, a affecté le dossier à la commission des lois pour l'étude des modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale 8e législature au sein de ces parlements régionaux et institutions nationales. Entre-temps, une demande d'étude en procédure d'urgence du dossier émanant d'un groupe de députés est parvenue au président de l'Assemblée nationale. Elle n'avait malheureusement pas été enregistrée au secrétariat avant la reprise de la séance. Une séance qui a été à nouveau suspendue pour reprendre le vendredi prochain. Aussi, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu en audience dans l'après-midi du lundi, apporte au nouveau une délégation du REJAP, entendez le réseau des journalistes accrédités au Parlement. Les membres de ce réseau sont allés se présenter au nouveau président de l'institution. Suivons ici le vice-président du REJAP, Toby Pierre Aronsou. Le réseau a été agréablement surpris par la promptitude par laquelle le président de l'Assemblée nationale nous a reçus en audience, et nous comptons parmi les toutes premières personnes qu'il a reçues en audience pour discuter des questions liées à la vie parlementaire, parce que les journalistes parlementaires, ils ont pratiquement le même calendrier que les députés,
Et il est tout à fait normal que le président de l'Assemblée nationale se préoccupe de nos difficultés. Donc nous avions exposé à son Excellence nos préoccupations. Ça a été des échanges très fructueux. Nous sommes des journalistes. Ce que la 8e législature peut attendre de nous, c'est de reporter les faits objectivement, et ils peuvent être rassurés que les journalistes accrédités au Parlement sont des journalistes professionnels et qu'il n'y aura pas de dérapage, il n'y aura pas de diffamation et que nous ferons notre travail de façon irréprochable. Restons un instant avec les journalistes pour parler à présent des élections à la HAC. Ils connaissent enfin leur positionnement sur la liste des élections au poste de conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. 12 candidats en compétition, mais seulement 3 pourront représenter les hommes des médias dans cette instance. Retour sur les images de cette cérémonie avec Axel Dancy et Bernard Djogui. Ils sont déjà fixés. Les candidats aux élections au poste de conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication connaissent déjà leur position sur le bulletin unique après tirage au sort. 12 candidats dans 3 catégories différentes en compétition, mais seulement 3 vont siéger en tant que conseillers dans cette instance de régulation des médias pour ainsi représenter les professionnels des médias, de la presse écrite, radio-télé et des techniciens. Après le tirage au sort, nous avons le candidat Franck Pochemin qui occupera la première place. Guy Constant Eoumi, deuxième place. Brice Ogoubilly, troisième place. Basile Thibozo, quatrième place. Ça, c'est au niveau de la presse écrite. Au niveau de l'audiovisuel, on a Madame Attignon qui occupe la première place. Monsieur Hilaire Na, deuxième place. Et Monsieur Oussou, troisième place. Au niveau des techniciens, nous avons Madame Cécile Aoumenou qui occupe la première place. Madame Sophie Attalé, deuxième place. Monsieur Honoré Atoum, troisième place. Monsieur Gervais Zossou, quatrième place. Et Monsieur Bernard Bonou, cinquième place. 4 candidats dans la catégorie presse écrite, 3 dans la catégorie audiovisuelle et 5 dans la catégorie technique. Chacun d'eux, grâce à son projet, devra convaincre les professionnels des médias au cours de cette campagne qui a démarré ce mercredi afin d'espérer avoir une place dans cette instance de régulation des médias. Des consultations intergouvernementales se sont ouvertes aujourd'hui entre le Bénin et l'Allemagne. La délégation allemande en séjour à Cotonou à cet effet a eu une séance de travail ce matin avec des cadres de différents ministères du Bénin. Objectif, s'accorder sur un partenariat plus ambitieux. Koudous Abdoulaye, Bristi Bozo. 2 partenaires sur une même table, l'Allemagne et le Bénin, pour mieux rasseoir la coopération entre ces 2 pays. Des consultations intergouvernementales y sont consacrées à Cotonou, en exécution de l'accord cadre de coopération technique signé entre le Bénin et l'Allemagne le 29 juin 1978. Les 2 parties échangent en vue d'un nouveau triennal de partenariat plus ambitieux. J'ai le plaisir de vous informer que mon ministre Gerd Müller, au début de juin, le 4 juin, va lancer un nouveau fonds qui soit faciliter l'engagement du secteur privé, international et local en Afrique. Parce que je crois que ce fonds vraiment sera important ou intéressant pour le Bénin. L'Allemagne reste un pays modèle qui inspire, selon le ministre des Affaires étrangères Aurélien Abouenochi, un partenaire que le Bénin a toujours souhaité avoir à ses côtés. Le Bénin considère l'Allemagne comme un pays dont la rigueur dans la gestion de la chose publique est un modèle qui peut inspirer. Ce rechauffement de la coopération entre l'Allemagne et notre pays est une chose qui réjouit l'ensemble des Béninois, qui réjouit le gouvernement de la République et qui fait plaisir au ministre des Affaires étrangères que je suis.
Le partenariat bénino-allemand se renforce ainsi à travers des échanges entre ces deux parties, étendus jusqu'au 31 mai 2019. Il se tient à Grand Popo un atelier régional sur la coopération régionale et internationale sur la sécurité des espaces maritimes africains. L'atelier fera l'évaluation des actions menées jusque-là en matière de sécurité dans le golfe de Guinée. Ghislain Pouguet, Calvado Aron. Si le salut de l'humanité est venu des océans et des mers, alors c'est possible que ce soit également des océans et des mers que vienne le péril de l'humanité. Le péril de l'humanité venu des mers et des océans sous plusieurs formes, des menaces qui pèsent sur plusieurs aspects de la vie de l'homme et des peuples. Pour aider les États du Golfe de Guinée à contrer ces menaces, la Fondation Konrad Adenauer a mis en place depuis 2015 un programme dédié à la sécurité et à la stabilité dans la sous-région. Le programme sur le dialogue et la sécurité en Afrique subsahélienne. C'est dans le cadre de ce programme que se tient cet atelier. Et à travers ce programme, on développe 3 types d'interventions. Intervenir dans les centres de formation, dans les écoles militaires, dans les académies militaires, pour dispenser des formations civiques et morales à l'endroit des personnels, notamment au niveau des officiers, pour qu'ils puissent avoir une connaissance plus approfondie de la société, comprendre les dynamiques de la société, comprendre l'État et ensuite être, pour les hommes, les sous-officiers, les hommes du rang, être également d'excellents formateurs, mais aussi des exemples dans la conduite de leurs responsabilités. Des experts civils en sécurité, des marins militaires venus du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, des institutions impliquées dans l'exercice de l'autorité de l'État en mer feront un état des lieux de la coopération régionale et internationale sur la sécurité des espaces maritimes africains, notamment le golfe de Guinée. Pour le Bénin, l'atelier est d'une utilité certaine. La sécurité maritime est devenue depuis quelque temps un enjeu capital pour les pays riverains d'un océan ou d'une mer et même pour les États enclavés. Les mers et les océans occupent 71% de la surface du globe, contre seulement 29% de terres émergées. Cette prépondérance physique des mers et océans à la surface du globe n'est pas sans répercussions notables sur la plupart des domaines de l'activité humaine, en particulier dans les domaines économiques, politiques et sécuritaires, où les mers et les océans offrent aux États des opportunités inégalées. Mais paradoxalement aussi, les mers et les océans sont la source d'une série de maux qui, depuis des lustres, gangrènent l'humanité. Des maux comme la pêche illicite, la pollution marine, le trafic de produits prohibés, le banditisme et la piraterie. Contre cette dernière, le Bénin prend des initiatives. Le pays a organisé pour la zone éco, regroupant le Bénin, le Nigeria, le Togo et le Niger, une rencontre qui a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente le 30 août 2018 pour la conduite de patrouilles conjointes. L'accompagnement de Konrad Adenauer vient renforcer les initiatives unilatérales et le dialogue entre les pays du Golfe de Guinée. Dans quelques jours encore, nous rentrons de plein pied dans le mois de juin, le mois dit de l'environnement, un mois au cours duquel plusieurs actions de reboisement sont menées, dont celle dénommée Reboisement Interforce. 2 ans après l'initiative, quel bilan peut-on faire? William Tchouki est reparti sur les lieux et voici son reportage. C'était un reboisement interforce pour repeupler la plage de Fidrosset, entre-temps dégarnie de ses cocotiers. Nous étions le 5 juin 2018. Presque 12 mois après, voici le résultat. Les 6000 plants mis en terre par la Grande Muette prennent de la hauteur. Ils verdissent à nouveau la plage. La rigueur de ces hommes en treillis est passée par là. Nous sommes à 87% de taux de survie. Donc ces plans ont été suivis en même temps par les agents de la Direction générale de l'environnement et du climat et les agents des eaux, forêts et chasse. Il faut dire aussi qu'il y a une forte mobilisation au niveau de la population, une sensibilisation. Des campagnes ont été effectuées pour permettre donc à la population, en tout cas à tous ceux qui sont dans les environs, de pouvoir y veiller. Cette année encore, l'action sera rééditée. Elle touchera un autre écosystème côtier, la plage de Semekoudji, du côté de Sévillé. Le thème retenu pour cette année, il est impossible d'arrêter de respirer, mais il est possible d'agir pour améliorer la qualité de l'air. Donc ça concerne beaucoup plus
la qualité de l'air. Et juste après le reboisement interforce que nous allons faire encore cette année à Sévier, le ministre du Cadre de Vie et Développement durable, après le lancement, va procéder à l'installation et à la mise en service des capteurs solaires pour la mesure des polluants donc, atmosphériques. Dans cette même veine de verdissement de notre cadre de vie, ces jeunes ont choisi d'aller dans un établissement scolaire de Gbégamé, un des quartiers populeux de Cotonou, un quartier qui ne porte presque pas son nom, la zone des gros arbres. Autrefois, Gbégamé était connu comme le quartier des gros arbres, mais aujourd'hui a perdu son statut et est devenu un quartier de building, des grandes maisons. Or, Gbégbeti, c'est un arbre qui joue psychologiquement sur le rendement scolaire. Raison pour laquelle nous avons décidé de le planter spécifiquement à Gbégamé. Nous suggérons donc à l'État la prise en compte de des espèces de chez nous, particulièrement l'espèce Pterocarpus santalinoides, et dans les programmes de reboisement, verdissement et d'embellissement du cadre de vie pour un développement durable. Mettre en tête des plans pour respirer un air pur, la nature ne demande pas grand-chose pour nous combler de ses bienfaits. Les difficultés d'accès aux ouvrages et aux services d'assainissement des personnes qui portent divers handicaps demeurent une préoccupation majeure et un défi de l'heure. Un atelier de mise en œuvre de l'assainissement s'est tenu ce mardi à Cotonou. Le compte-rendu est signé Robert Coupin-Edor et Alexis Segwemon. La rencontre de renforcement de capacité qui nous réunit ce jour 28 mai 2019. Cette formation initiée par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement WSSCC vise à promouvoir l'égalité et la non-discrimination dans l'action d'assainissement total pilotée par les communautés. La problématique de la prise en compte des personnes défavorisées est l'aspect mis en œuvre durant cette formation. Même si cette étude a conclu que les programmes acquis par le GSF ont sûrement aidé beaucoup de gens dans une situation vulnérable d'accéder aux services de l'assainissement et de l'hygiène, il y avait aussi des recommandations fortes par rapport aux actions à entreprendre par les différentes parties prenantes de GSF pour assurer une programmation vraiment inclusive. Il faut qu'on ajuste les lentilles à travers lesquelles nous considérons nos programmes et nos approches. La disparité au niveau de la répartition de l'offre des services d'hygiène et d'assainissement de base est souvent liée aux contraintes géographiques et autres conditions de vulnérabilité. L'hygiène et l'assainissement adéquats et sécuritaires sont un droit humain selon le ministère de la Santé. Chacun de nous a le droit d'avoir accès à des ouvrages et services d'assainissement appropriés qui répondent à ses besoins, quelles que soient ses conditions sociales, économiques, culturelles, etc. Cette formation rassemble 30 participants. Ils viennent de 5 pays. Parlons œuvre sociale avec la Jamaat islamique Ahmadiyya qui était au chevet des couches défavorisées hier mardi. Plusieurs centres ont été visités et des vivres ont été offerts à chaque endroit. Plus de précisions avec Huguette Rondello. C'est une tradition pour la Jamaat islamique Ahmadiyya d'être au service de l'humanité. En ce mois béni du Ramadan, l'association a décidé une fois de plus d'aller au contact des couches défavorisées. Un élan de solidarité salué par les bénéficiaires. Je voudrais leur dire sincèrement merci, souhaiter bon vent à cette association et à son président, leur demander de continuer toujours à nous soutenir, à nous accompagner pour qu'enfin nos populations connaissent également ce bien-être, cette amélioration des conditions de vie. Au nom de la direction du CNHU, nous profitons de cette occasion encore qui se renouvelle à nous pour remercier les responsables qui sont venus avec les dons et pour remercier également ceux qui sont en dehors d'ici et qui contribuent à ce qu'on puisse avoir ces dons.
De la préfecture de Cotonou au centre psychiatrique de Djako, en passant par le ministère des Affaires sociales, la prison civile et le centre hospitalier universitaire de Cotonou, des vivres ont été offerts pour alléger les peines de cette tranche de la population. À Porto-Novo, également, de tout l'étendue du pays que nous avons nos antennes, nos représentations, nous avons l'air aussi dit d'accompagner les personnes défavorisées. Donc cette année, nous avons réservé une enveloppe autour de 30 millions. La Jamaat islamique Ahmadiyya est une association religieuse qui s'investit pour le bien-être des populations dans plusieurs pays du monde. Distinction honorifique à la grande chancellerie. 76 cadres béninois font leur entrée dans l'ordre national du mérite. Devant parents et collègues, la nation béninoise a reconnu leur loyaux services rendus. Ils sont élevés à différents grades. La cérémonie officielle s'est déroulée ce mardi 28 mai à la grande chancellerie à Cotonou. Reportage. Ils sont 76 récipiendaires. Ils proviennent de diverses catégories socio-professionnelles. Pour certains admis à la retraite, pour d'autres encore en activité. Pour les loyaux services rendus à la nation, l'État béninois leur rend hommage à travers ces distinctions. Heureux récipiendaires, l'ordre national, dans les grades duquel vous êtes promis aujourd'hui, est la distinction honorifique la plus élevée que le Bénin décerne à ses plus valeureux citoyens. Il récompense les mérites de citoyens et personnalités ayant contribué de façon exemplaire au rayonnement du Bénin et des valeurs qu'il défend et promeut, la fraternité, la justice et le travail. Une devise qui résonnera autrement pour eux. Le choix porté sur chacun d'eux se repose sur les critères bien déterminés, critères sur lesquels revient ici la grande chancelière. Chaque 3 ans, nous envoyons des lettres à toutes les institutions de l'État et nous leur demandons de nous envoyer la liste des citoyens et des agents méritants dans chaque domaine au niveau de l'État. Il nous arrive ici ces dossiers-là, nous les collationnons, nous en faisons une liste de concours. Ce tableau de concours est envoyé au chef de l'État et il sort sous forme de décret. Quand le décret est sorti, on ne peut pas ajouter un nom ni en retirer un. Tout ce qui sera à côté sera à titre exceptionnel. Aujourd'hui, vous êtes à titre normal, civil. Heureux de leur distinction, les récipiendaires ont exprimé leur joie et reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et de tous ceux qui ont contribué à cette marque de reconnaissance. Je voudrais du fond du cœur et au nom de nous tous, remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Grand Maître de l'Ordre national du Bénin, Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin et tout son conseil, pour l'honneur qu'ils nous font à travers nos différentes nominations et promotions dans l'ordre. En acceptant d'être reçus dans l'Ordre national du Bénin, voudrions-nous que cela serve d'émulation à nos jeunes collègues et qu'ils puissent comprendre que le grand mérite se trouve dans le travail bien fait, avec amour et don de soi. 116 récipiendaires, dont 21 femmes ont levé au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin et un déclaré officier de l'Ordre national. Le système des Nations Unies et MTN se donnent la main pour la réalisation des objectifs de développement durable. Une lettre d'accord de partenariat entre les deux structures est signée aujourd'hui à Cotonou. Koudou Sablaï. L'intention des deux partenaires affichés et le sourire qui accompagne l'échange des parapheurs ouvre le chemin à une relation fructueuse entre le système des Nations Unies et la Fondation MTN. Les deux structures se donnent la main pour la cause des ODD au profit de la population béninoise. Grâce à ce partenariat, nous utiliserons notre technologie pour développer des outils de veille et de communication facilitant la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Nous contribuerons à la mise en œuvre d'actions de promotion et de sensibilisation aux objectifs du développement durable
et à d'autres thèmes majeurs de l'Organisation des Nations Unies au sein de la population béninoise, comme la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat chez les jeunes, y compris ceux qui sont dans des centres de formation agréés. Je suis ravi Nul ne sera de trop dans la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable. Cet accord avec MTN répond au plan d'action d'Addis Abeba qui préconise la participation du secteur privé au financement de l'agenda 2030. La lettre d'entente dont nous lançons les activités ce jour, après plus d'une année de préparation, permettra, avec l'appui de la Fondation MTN, de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en accompagnant le gouvernement du Bénin. Elle permettra, entre autres, tel que l'a dit tout à l'heure le directeur général, de renforcer la mise en œuvre du plan cadre d'assistance des Nations Unies pour l'assistance au développement, particulièrement l'utilisation du numéro vert 132 pour le suivi des actions sur le terrain et le recueil des voix des personnes laissées de côté, et également aussi tout en contribuant à renforcer la transparence et la redevabilité dans nos différentes interventions. L'espoir se renforce à travers cette collaboration entre le système des Nations Unies et la Fondation MTN quant à l'atteinte des ODD d'ici à 2030 au profit des communautés. Au lendemain de la publication de la liste du 11 national qui effectue le déplacement d'Égypte, Michel Dessuyer a justifié ses choix. À travers une conférence de presse, le sélectionneur national se dit avoir retenu les meilleurs des meilleurs pour une bonne prestation au pays des pharaons. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On passe à l'interactualité. 3 mois après sa réélection contestée, Mouhamadou Bouhari a prêté serment ce 29 mai 2019 et c'était lors d'une cérémonie simple à laquelle n'étaient pas invités les dirigeants étrangers. Le récit est signé James William Bagidi. Une arrivée tout en solennité à bord d'un command-car, les saluts militaires de circonstance, un parterre d'invités parmi lesquels de nombreux hauts gradés de l'armée. Réélu en février dernier pour un second mandat à la tête du Nigeria, Mouhamadou Bouhari a prêté serment ce 29 mai 2019, 4 ans jour pour jour après le début de son mandat précédent. Aux côtés de Yemi Osibanjo, son colistier et vice-président, le chef de l'État nigérian, désormais âgé de 76 ans, a promis devant la Cour suprême d'accomplir ses devoirs en respect de la Constitution. Aucun dirigeant étranger n'a été invité à cette cérémonie voulue sobre par la présidence, ceci étant attendu lors d'une cérémonie ultérieure. Vainqueur contesté de Atiku Abubakar, son principal rival lors de la dernière présidentielle, Mouhamadou Bouhari aura fort à faire au cours de ce second mandat face à l'insécurité prégnante dans le nord-est et le sud du pays avec Boko Haram et les groupes rebelles du delta du Niger. De même, il devra, comme il l'a promis durant sa campagne, renforcer la lutte contre la corruption et donner un nouveau souffle à l'économie du Nigeria qui peine à se relever de la crise de l'année 2016-2017. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi.